The honourable oral questions, questions orales. The honourable. L'honorable chef de l'opposition. Le Canada a besoin d'un oléoduc vers l'océan Pacifique afin de vendre plus de notre produit outre-mer à l'extérieur des États-Unis, rendre notre économie plus indépendante, renforcer le dollar canadien et le pouvoir d'achat de tous les Canadiens. Le premier ministre a toujours été contre, mais il a fait volte-face la semaine dernière en Alberta. Donc, en revenant ici, il y a eu une rébellion parmi ses députés. Donc, j'ai pris les mots de son entente. Est-ce qu'il va voter pour ces mots ou est-ce qu'on ne peut pas croire ces mots? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, un protocole d'entente, ce n'est pas à la carte. Le chef de l'opposition a pris quelques mots, mais pas tous les mots. Il a oublié le prix industriel du carbone, le renforcement de ce prix. Il a oublié les réglementations sur le méthane. Il a oublié le net zéro 2050. Il faut manger tout le repas, pas seulement la viande. L'honorable chef de l'opposition. Manger tout le repas. Ça serait très bon si les Canadiens pouvaient acheter leur repas, Monsieur le Président. Mais il parle d'une taxe carbone qui continue de s'appliquer sur des équipements des fermiers, sur les engrais, sur ceux qui livrent notre nourriture. Et ça a causé une inflation alimentaire jusqu'à quel point ça coûte 17 000 $ pour nourrir une famille de 4 pendant une année. Pourquoi pas enlever les grandes taxes sur les épiceries pour que les Canadiens puissent nourrir leur famille? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, il n'y a pas de taxe sur le carbone sur les fermes canadiennes qui sont plus bas, qui sont des émissions plus bas de 50 kilotonnes. Premier point. Deuxième point, l'impact sur la taxe industrielle carbone sur le prix de la nourriture au Canada, selon l'Institut de climatique, est à peu près zéro. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Canada a besoin d'un oléoduc vers l'océan Pacifique. Ce sont 30 milliards de notre énergie qu'on peut vendre à l'extérieur des États-Unis pour nous rendre plus indépendants, moins dépendants des États-Unis, pour renforcer le pouvoir d'achat des Canadiens, renforcer le dollar canadien. Le premier ministre est toujours opposé à son oléoduc, mais la semaine dernière, il a fait volte-face en Alberta. Il a signé un protocole d'entente pour s'engager à construire cet oléoduc. Donc, j'ai pris les mots dans cette entente. Je l'ai mis dans une motion devant la Chambre des communes. Il a vécu une rébellion au sein de son caucus. Mais s'il veut voter contre ses propres mots, est-ce que les Canadiens vont pouvoir croire ces mots? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, l'équipe de cricket national sait qu'il faut jouer les 20 manches dans un match. On ne peut jouer quelques points. Ce n'est pas seulement un oléoduc, ce n'est pas seulement Pathways. Il faut une tarification sur le carbone, il faut réduire les émissions de méthane, il faut atteindre les cibles net zéro d'ici 2050. Il faut construire un Canada fort et durable. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, j'ai pris les mots qui se trouvent dans le protocole d'entente. Si le premier ministre vote contre la motion, il vote contre l'oléoduc vers le Pacifique. Il vote contre l'interdiction d'exportation de pétrole à l'étranger. Il vote contre les consultations avec les Premières Nations et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Et il vote même contre son plan de capture du carbone, puisque les mots qui se trouvent dans la motion viennent directement du protocole d'entente. Donc, si le premier ministre est seulement en faveur des oléoducs lorsqu'il est en Alberta, mais qu'il est contre lorsqu'il est en Colombie-Britannique ou à Ottawa, comment les Canadiens peuvent-ils le croire? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, j'aimerais dire que
Selon moi, c'est la première fois en Chambre que le chef de l'opposition reconnaît que les peuples autochtones ont des droits constitutionnels à la consultation libre, préalable et éclairée. C'est la première fois qu'il reconnaît le rôle des provinces à la Chambre des communes. Et il n'a pas encore dit qu'il est pour un prix sur le carbone ou la réduction des émissions de méthane, chose que le gouvernement de l'Alberta a inclus dans le cadre du protocole d'entente, un repas complet. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, nous reconnaissons l'obligation de consulter les Premières Nations. Nous l'avons inclus dans la motion. Ça se trouve dans la motion. Mark, vous n'avez qu'à le lire, Mark. Je l'ai inclus dans la motion pour qu'il puisse voter pour les mots qui se trouvent dans son entente. Mais soyons clairs, il n'a jamais voulu respecter cette entente. Son caucus veut garder le pétrole dans le sol et il leur a dit « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura jamais d'oléoduc, mais on va attendre après les prochaines élections avant de anéantir le projet. » Pourquoi le premier ministre part-il des deux côtés de la bouche? Pourquoi refuse-t-il de se dire en faveur de l'oléoduc aujourd'hui? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et la province de l'Alberta vise la construction d'un oléoduc, vise également la capture et le stockage du carbone, vise également à créer un réseau électrique propre en Alberta, à avoir des centres de données, à avoir un prix sur le carbone qui fonctionne, à réduire les émissions de méthane pour que nous puissions avoir le pétrole à la plus faible émission au monde et construire un Canada fort. L'honorable chef de l'opposition. Nous avons inclus tout cela dans la motion. Nous avons même mis la capture de carbone dans la motion. Nous avons pris le libellé sur l'oléoduc et l'interdiction d'exportation de pétrole directement dans la motion. Ça vient de l'entente. Donc, il est clair que la seule chose qui tient à cœur au premier ministre, c'est qu'il y a une taxe carbone qui va éliminer des emplois, qui fasse augmenter le coût de l'épicerie. Donc, pourquoi le premier ministre veut-il une taxe carbone sans oléoduc alors que ce qu'il nous faut, c'est un oléoduc sans taxe carbone? Le très honorable premier ministre. Mr. Speaker. Monsieur le Président, bon, le chef de l'opposition vient de montrer son jeu. Bon, je suis nouveau en Chambre, je ne connais pas toutes les règles, mais je ne pense pas qu'il y ait une limite sur la quantité de mots qu'on peut inclure dans une motion. Donc, ça aurait été très facile de prendre l'ensemble du protocole d'entente dans les deux langues officielles et de l'inclure dans la motion. Si le chef de l'opposition est prêt à appuyer tout ce que la première ministre de l'Alberta a signé. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, on lisait ce matin une lettre de l'ancien ministre de l'Environnement et ancien ministre du Patrimoine. Manifestement, les remplacements n'ont pas été très heureux, qui est encore cependant très membre du caucus libéral. Il décrit les reculs et le marché de dupes de l'entente entre le premier ministre du Canada et la première ministre de l'Alberta. Moi, j'ai besoin de savoir de la part du premier ministre, est-ce qu'il va choisir l'environnement et son propre caucus ou les actionnaires des pétrolières? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement choisit les Canadiens, les Canadiennes. L'avenir des Canadiennes et Canadiens, c'est-à-dire des bons jobs, une économie durable et prospère, avec des grands investissements dans toutes les formes de l'énergie et avec un avenir pour le Québec net, propre et prospère. Exactement. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Les propos du premier ministre sont plus cute que précis. Parlons exception religieuse. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec son ministre de la Justice? Pas d'accord avec son ministre de la Justice? D'accord avec son ministre de la Justice qui, lui, semble être d'accord avec le Bloc? Mais moi, c'est sa position à lui que je veux connaître et je pense que la population a le droit de la connaître. Sa position personnelle. Est-ce que le premier ministre va se mettre au service des minorités religieuses ou il va se mettre au service de la majorité des Québécois?
Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la loi C9, dont le membre opposé parle, ça c'est là pour protéger des religieux, des temples, des synagogues, des églises, des mosquées. Et je sais que les membres de la comité de justice discutent actuellement des changements possibles dans ce loi. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Parmi les religieux à protéger, est-ce qu'il y a Adil Sharkawi? Monsieur le Président, on apprend qu'un proche du premier ministre, qu'un proche du Parti libéral du Canada, on se croirait sous Justin Trudeau, on apprend que cette personne a fait des représentations au bénéfice des soi-disant ce qu'on appelle les chauffeurs à rabais, des gens qui sont dangereux sur nos routes. Je veux savoir du premier ministre, est-ce qu'il va se mettre au service des amis du Parti libéral ou au service de la vie et de la sécurité des citoyens? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les mots inacceptables sont toujours inacceptables. Ça, c'est clair. Ça, c'est absolument clair. On travaille, on protège toujours les camionniers. On protège toujours les droits. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement est en train de resserrer les règles pour les camionneurs. The honorable leader. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, bon, parlant des camions, il faut de l'acier pour les construire, contrairement à ce qu'a dit le premier ministre lorsqu'un journaliste lui a demandé lorsque lui a demandé à un journaliste si on utilisait encore de l'acier au Canada. L'équipement agricole aussi demande de l'acier. Et pour faire de l'agriculture, il faut des engrais. Toutes des choses qui sont visées par la taxe carbone industrielle. Bon, je suis désolé de devoir donner cette leçon très élémentaire d'économie au premier ministre, mais c'est la réalité. Et avec cette taxe, le prix des aliments a augmenté et les Canadiens doivent maintenant payer 17 000 $ de plus par année pour l'épicerie. Le premier ministre va-t-il se débarrasser de cette taxe ou va-t-il être le grincheux à l'épicerie? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, pendant un instant, je pensais qu'on allait avoir une autre leçon sur le bois d'œuvre du député d'en face. Et bon, nous étions tous prêts pour cette leçon du chef de l'opposition à propos du bois. Bon, je comprends sa leçon sur l'acier. C'est vrai qu'il y a de l'acier dans l'équipement agricole. C'est vrai que les agriculteurs canadiens sont les meilleurs au monde. C'est vrai que le ministre de l'Agriculture et l'ensemble du gouvernement sont derrière les agriculteurs, sont derrière les travailleurs de l'acier, veulent appuyer l'économie pour construire de grands projets avec l'Alberta, avec la Colombie-Britannique. Nous allons continuer de le faire, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. Et pourtant, le premier ministre a peur de prendre la parole et de débattre des prix à l'épicerie. Bon, quelqu'un qui en connaît beaucoup sur l'inflation, c'est vrai qu'il a causé beaucoup d'inflation. Il devrait être en mesure de prendre la parole et défendre la taxe carbone industrielle qui, selon lui, est plus importante qu'un oléoduc de l'Alberta. La taxe carbone industrielle sur l'équipement agricole, sur les engrais, sur les transformateurs alimentaires, et ce, à une époque où les Canadiens paient 2 fois plus qu'il y a 10 ans lorsqu'ils font l'épicerie. À l'approche des fêtes, va-t-il finalement se débarrasser de cette taxe pour que les Canadiens puissent se nourrir? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Monsieur le Président, je vais rendre les choses très claires pour le député d'en face. Bon, on doit être en mesure d'entendre la ministre. L'honorable ministre peut reprendre du début, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bon, je vais devoir répéter encore et encore. Donc, je vais répéter. Et je vais rendre les choses très simples pour le député d'en face. La taxe carbone industrielle n'augmente pas le coût des aliments. Elle ne s'applique pas aux productions agricoles. D'ailleurs, si on regarde le rapport sur la faim, auquel le député aime beaucoup, que le député aime beaucoup citer,
On dit dans ce rapport que les changements climatiques augmentent les coûts et que les événements météorologiques imprévisibles perturbent la production agricole et créent des défis qui continuent d'augmenter le coût des aliments au Canada. Les conservateurs devraient appuyer la lutte au changement climatique. Honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, peu importe à quel point on augmente cette taxe, on ne va pas changer la météo au Canada, Monsieur le Président. Le premier ministre devrait être prêt à défendre sa position avant les fêtes. Il devrait dire aux aînés qui n'arrivent pas à se nourrir, aux mères monoparentales qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Le premier ministre devrait dire pourquoi cette taxe industrielle sur les agriculteurs continue de s'appliquer, mais pourquoi il impose également une taxe sur l'emballage alimentaire. Le premier ministre est-il prêt à respecter sa promesse et à ce qu'on le juge réellement sur le prix des aliments à l'épicerie? L'honorable ministre des Familles. Monsieur le Président, le chef de l'opposition dit qu'il ne veut rien faire pour lutter contre les changements climatiques. Il préfère parler de taxes imaginaires. Et lorsqu'on propose des choses qui vont vraiment aider les Canadiens et les Canadiennes, comme d'indexer l'allocation canadienne pour enfants, notamment de faire en sorte qu'on ait un programme d'alimentation dans les écoles qui soit fort, des mesures qui sauvent jusqu'à 10 000 $ aux familles en Ontario, les conservateurs votent contre ces mesures de soutien. Donc, que veulent-ils faire? Ils ne veulent pas lutter contre les changements climatiques, ils ne veulent pas appuyer les Canadiens. Que font-ils? L'honorable chef de l'opposition. Défendre les Canadiens et les Canadiennes, le premier ministre refuse de défendre son propre bilan à la Chambre des communes alors qu'il est directement devant moi. Il y a quelques instants à peine, le premier ministre se vantait de sa taxe carbone industrielle et maintenant, sa ministre dit que c'est une taxe imaginaire. Donc, on dirait que le premier ministre s'imagine des choses encore une fois. Comment les Canadiens peuvent-ils suivre les paroles du premier ministre alors qu'une journée, il dit qu'on devrait le juger selon le prix à l'épicerie. Le lendemain, il nous dit qu'il faut plus de taxes sur les aliments et sa propre premier ministre nous dit que tout est imaginaire. L'honorable ministre du Travail et des Familles. Monsieur le Président, ce que j'ai dit, c'est que c'est le député d'en face qui s'imagine des choses. Il n'y a pas de taxes sur les aliments, pas de taxes sur les agriculteurs. Les conservateurs ne font que de l'obstruction pour empêcher des mesures qui aideraient réellement les Canadiens et les Canadiennes qui traversent des moments difficiles. Ce que les Canadiens peuvent compter sur leur gouvernement pour savoir que lorsqu'ils n'ont pas accès à des soins dentaires, le gouvernement est là pour leur en fournir, qu'il y aura une allocation canadienne qui sera indexée à l'inflation. Ainsi, l'allocation va suivre le coût de la vie. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? À maintes et maintes reprises, les conservateurs votent contre. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, si vous allez faire l'épicerie, à chaque semaine, les prix augmentent. Les Canadiens n'arrivent même plus à se permettre du bœuf ou même des pommes de terre. Le premier ministre avait promis qu'on devrait le juger selon le prix des aliments. Il n'arrive même pas à défendre son propre bilan pitoyable puisque le prix à l'épicerie a augmenté de milliers de dollars. Ce n'est pas seulement en raison de sa taxe carbone industrielle. Il a doublé le déficit de Justin Trudeau, ce qui va encore une fois alimenter l'inflation. Pourquoi le premier ministre force-t-il les Canadiens à alimenter la bureaucratie plutôt qu'à s'alimenter eux-mêmes? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, pendant que ce chef conservateur continue de répéter les mêmes messages, nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens, nous avons réduit la taxe pour les premiers acheteurs d'une maison, nous continuons à miser sur le coût de la vie, le programme d'alimentation dans les écoles, indexation de plusieurs allocations. De ce côté-ci de la Chambre, nous nous concentrons sur la réduction du coût de la vie. Le chef conservateur et son parti continuent de répéter les mêmes messages dépassés. Merci, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. Bon, je suis ravi que le député ait pu enfin nous dire ce qu'il pensait, mais ma question s'adressait au premier ministre. C'est le premier ministre qui avait promis de dépenser moins, et pourtant, il a doublé le déficit laissé par Justin Trudeau. Son déficit est de 60 milliards de dollars de plus que ce qu'il avait promis. Il a ajouté 60, ou plutôt 90 milliards de dollars de nouvelles dépenses nettes, surtout du côté des dépenses gouvernementales, et tout cela va alimenter l'inflation payée par les Canadiens à l'épicerie. Donc, pourquoi le premier ministre refuse-t-il de se lever en chambre, de parler de l'inflation qu'il fait subir aux Canadiens, aux Canadiennes?
L'honorable ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, nous sommes en pleine guerre commerciale. Nous devons travailler ensemble. Le gouvernement de l'Alberta appuie ce protocole d'entente dans son ensemble. Les Albertains ont donné à notre premier ministre 2 ovations debout à Calgary pour ce protocole d'entente. Les seules personnes qui sont divisées sur cette question, ce sont les conservateurs. Les conservateurs devraient se rallier pour construire un Canada fort. L'honorable chef de l'opposition. Peut-être qu'on devrait le dire au député libéral de Vancouver-Ouest, Sunshine Coast, du député de Vancouver-Granville, du député de Beaches East York, du député de Victoria Quadra, de South Surrey-White Rock, d'Honoré Mercier, de Fleetwood-Port Kells, de Laurier-Sainte-Marie, de Coquitlam, Port-Coquitlam, de North Vancouver, Capilano. Ce sont les 11 députés libéraux qui ont dénoncé le protocole d'entente du premier ministre. Et au lieu de tenir tête à ces députés, il a plié les chines et il veut maintenant bloquer son propre oléoduc. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, ces 11 députés, en fait, les 170 députés libéraux qui ont été élus pour faire travailler les Canadiens, pour construire de grands projets, pour les construire avec de l'acier canadien, du bois canadien, de l'aluminium canadien, pour protéger les travailleurs canadiens, pour protéger les plus vulnérables, pour aider les familles canadiennes. 170 députés libéraux de ce côté-ci de la Chambre appuient un Canada fort, un Canada empreint d'empathie, et nous sommes tous unis, Monsieur le Président. Pierre Boucher, des Patriotes, Verchères. Monsieur le Président, on se demandait pourquoi les libéraux... L'honorable député là, peut recommencer au début. On n'entendait pas très bien, alors il peut y aller. Monsieur le Président, on se demandait pourquoi les libéraux protégeaient les chauffeurs à rabais en pelletant leurs responsabilités dans le cours des provinces. Bien imaginez, un des proches organisateurs du premier ministre, Tej Dula, travaille pour les compagnies qui engagent ces chauffeurs-là. Wow. À l'assermentation du premier ministre, ce bon donateur libéral était même assis juste à côté de lui. Incroyable. Pas de risque de le confondre avec un lobbyiste, il n'est pas dans le registre. Wow. Il utilise sa relation privilégiée avec le premier ministre pour défendre des chauffeurs à rabais, quitte à sacrifier des vies. C'est pour ça que les libéraux font rien dans le dossier? Inacceptable! Honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, c'est ce premier ministre qui a financé l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, pour sévir contre les chauffeurs à rabais. C'est ce premier ministre qui a ordonné à plus d'inspections pour s'assurer le respect du Code canadien de travail. C'est ce premier ministre qui fait en sorte que les compagnies de camionnage légitimes puissent opérer au Canada, et ça a été reconnu dans une rencontre que j'ai eue ce matin avec qui? L'Association québécoise des camionneurs, qui félicite le gouvernement pour tous ces gestes, l'ensemble de ces gestes sur le... L'honorable député de Pierre Boucher, des Patriotes Verchères. Merci, Monsieur le Président. L'Association du camionnage du Québec dit aussi qu'il reste encore des choses que le gouvernement peut faire pour régler le dossier. Avec les chauffeurs à rabais, les libéraux ont encore l'air de protéger les intérêts de leurs proches, à moins que ce soit les intérêts de leur poche. Parce qu'en plus de l'organisateur du premier ministre, qui fait du lobby officieux, les libéraux ont reçu 85 000 $ en dons de personnes liées aux chauffeurs à rabais. C'est extrêmement inquiétant de voir leur inaction alors que les accidents ont augmenté de 35 % au Québec en un an seulement. Si la sécurité routière leur tient vraiment à cœur, comment ça se fait que les 10 demandes du Bloc sont pas appliquées? Bravo! L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, dans la foulée de toutes les actions du premier ministre, du ministre des Finances, de la ministre du Travail, du ministre des Transports, pour justement sévir contre les chauffeurs à rabais, un régime créé par M. Harper, soit dit en passant, une chose est perdue. Et je pense que M. Plamondon va venir faire des reproches au Bloc québécois, parce que le Bloc demande pour que le fédéral entrent dans les champs de compétences du gouvernement du Québec pour régler leurs affaires, leurs dossiers. Monsieur le Président, on ne fera pas ça. L'honorable député de Chilliwack Hope.
Le premier ministre on ne peut pas faire confiance au premier ministre en matière d'oléoduc. Il a renversé la décision de Justin Trudeau qui a anéanti le pipeline vers le nord de la Colombie-Britannique. Les députés libéraux insistent que l'oléoduc prévu dans le protocole d'entente ne verra jamais le jour. Le premier ministre devrait appuyer un nouvel oléoduc vers la côte ouest du Canada et annuler l'interdiction libérale du transport de pétroliers le long de la côte ouest. Les libéraux vont-ils cesser de parler des deux côtés de la bouche et voter pour la motion conservatrice d'aujourd'hui? Le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, un oléoduc voudrait dire de diversifier nos exportations. Il faut renforcer notre main dans le cadre de cette guerre commerciale. Cependant, il y a des choses qu'il faut faire pour y arriver. Des choses comme celles qui sont contenues dans le protocole d'entente, notamment la tarification du carbone. La motion conservatrice ne parle pas du renforcement de la tarification du carbone. Pourtant, la première ministre de l'Alberta est d'accord. Nous appuyons l'ensemble du protocole d'entente. Nous espérons que ce sera la même chose avec les conservateurs. L'honorable député de Chilliwack-Hope. Monsieur le Président, nous n'accepterons aucune leçon de la part d'un ministre qui fait des consultations avec les Autochtones par Zoom. Nous allons appuyer notre motion dans son ensemble. Le premier ministre a dit à son caucus que l'oléoduc ne verra jamais le jour, alors qu'il dit aux Albertains que ce sera le contraire. Le premier ministre dira-t-il finalement la vérité aux Canadiens? Va-t-il appuyer notre motion qui est basée sur son propre protocole d'entente, voter contre l'interdiction des pétroliers? Pourquoi ne se tasse-t-il pas simplement du chemin? Pourquoi continue-t-il de faire de l'obstruction sur cet oléoduc? Et pourquoi ne vote-t-il pas pour notre motion conservatrice? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, ce que vous entendez de la part des députés d'en face indique que, à plusieurs lacunes. Dans une fédération, il faut travailler ensemble. La seule bonne stratégie, c'est de travailler ensemble. Et les députés conservateurs de la Colombie-Britannique, je demande, comment peuvent-ils appuyer une motion conservatrice qui ne parle même pas de la Colombie-Britannique? L'honorable député de Calgary-Midnapore. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le secteur énergétique canadien et pour ma province, l'Alberta. Nous verrons si les libéraux croient réellement au terme de leur protocole d'entente ou si le premier ministre fera comme son prédécesseur et appuiera son caucus qui veut garder le pétrole dans le sol. Les familles albertaines croient que le premier ministre fait de fausses promesses. Les libéraux ont complètement décimé le secteur énergétique au cours des dernières années. Donc, vont-ils cesser de faire de l'obstruction à l'oléoduc et voteront-ils en faveur de notre motion? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, je pense que la députée devrait dire ceci à ses commettants. Notre gouvernement est élu pour faire de grandes choses. Nous voulons faire le plus grand investissement dans les infrastructures dans l'histoire du Canada, reconstruire des ponts, des centres communautaires, des logements, construire de bons emplois avec de l'acier, du bois et de l'aluminium canadien, avec des travailleurs canadiens. Mais les conservateurs ont voté chacune de nos mesures. Ils ont voté contre la construction de logements, voté contre les grands projets. Quand les conservateurs vont-ils finalement nous appuyer, Monsieur le Président? L'honorable député de Calgary-Midnapore. Ce premier ministre continue de tenir un discours double. Il a maîtrisé l'art de son prédécesseur de dire une chose dans une province et une autre chose dans une autre province. Les Albertains veulent la vérité. Il a fait une mauvaise représentation pathétique et son député de Calgary n'a pas pu défendre donc le gagne-pain de la plupart des gens de Calgary. Ce ministre va-t-il prendre parole en Chambre et dire à cette nation, à l'Alberta, à Calgary et aux députés de Calgary Confédération que son gouvernement ne rejettera le blâme sur personne d'autre et qu'il va veiller à ce qu'un oléoduc soit construit? L'honorable ministre du Commerce international. Le protocole d'entente vise à bâtir un Canada fort. Je suis née à Calgary, je parle aux Albertains au quotidien et ils savent que notre premier ministre unit les Canadiens pour bâtir de grands projets, pour bâtir une économie forte. Pendant ce temps, le chef conservateur a passé 20 ans en cette Chambre. Il a même été ministre, mais n'a rien construit. Il continue de diviser les Canadiens, continue de faire
des jeux politiques, mais ce n'est pas le temps de jouer des jeux. Il est le temps pour un leader sérieux de bâtir un Canada fort. L'honorable député de Edmonton Nord-Ouest. Le premier ministre tient un double discours sur les oléoducs et l'interdiction des pétroliers. Derrière porte close, il dit à son caucus anti-exploitation de ressources énergétiques que l'oléoduc ne sera pas bâti alors qu'il signe un protocole d'entente pour en bâtir un. Le premier ministre a promis aux communautés autochtones qu'ils auraient leur place à la table pour cet oléoduc, mais il les a écartés de la table tripartite au cours des derniers mois. Donc, les libéraux vont-ils cesser d'obstruer la construction de l'oléoduc? L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Merci. Vous savez, j'aimerais revenir sur ce que les conservateurs prétendent comprendre de ce protocole d'entente. Il parle de consulter les peuples autochtones, mais ensuite, il parle de la jurisprudence qui permettrait à ces projets de voir le jour. Donc, j'aimerais comprendre ce qu'il tente de faire. Consulte-t-il les Autochtones ou force-t-il le démarrage de ces projets? Car nous voulons collaborer avec les Autochtones et voilà, ils veulent collaborer pour construire l'avenir avec nous. L'honorable député de Acadie, Annapolis. Le premier ministre a dit... Pardon. Le ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique... J'avais peur que cela se produise. Vous pouvez continuer. Donc, le ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique sait que la pêcherie, la foresterie et l'agriculture sont au cœur de l'économie de la Nouvelle-Écosse. Lorsque le panel économique de l'Atlantique a été annoncé il y a quelques semaines, les représentants de ces secteurs ont été inclus. Le ministre peut-il nous dire comment ces secteurs importants pourront contribuer de manière claire et constructive au travail du panel? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le porte-parole conservateur en matière de développement économique dans le Canada Atlantique, car il a finalement pu poser une question au sujet du développement économique de cette région. Cela en dit long sur le Parti conservateur que depuis qu'il a rejoint le gouvernement, ils ne l'ont pas encore remplacé et n'ont pas de représentants qui représentent les intérêts économiques de l'Atlantique. Nous avons nommé un panel de leaders du secteur des affaires pour qu'ils se prononcent sur toutes sortes d'intérêts économiques pour cette région du pays. L'honorable député de Thornhill. Je crois qu'on peut dire qu'après tout cela, le premier ministre regrette de dire aux Canadiens de l'évaluer sur sa performance en fonction des prix à l'épicerie, car ces prix explosent et cela va de mal en pis. Maintenant, 1 personne sur 10 à Toronto recourt aux banques alimentaires et même ceux qui ont des emplois à temps plein doivent y avoir recours eux aussi. Au lieu de remplir leur panier à l'épicerie, les Canadiens peuvent regarder des TikTok sur la façon de cuisiner ce qu'ils appellent des repas de pauvreté, faits de ramen et de hot dog. Le premier ministre peut-il vraiment dire avec sérieux que c'est ce que méritent de vivre les Canadiens? L'honorable secrétaire d'État pour les enfants et la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre obtient des résultats pour les Canadiens. Prenons un moment pour penser à l'hypocrisie de mes collègues d'en face. Ils ont voté contre le programme d'alimentation dans les écoles. Ils ont voté contre le fait que les familles pourraient économiser 800 $ grâce à ce programme. Ils ont voté contre l'aide apportée aux aînés et aux enfants. Et ils ont voté contre le programme de garderie abordable. Donc, si les conservateurs veulent parler de jugement, eh bien, ils devraient se tourner vers leur propre bilan et juger de celui-ci. L'honorable député de Thornhill. Après une décennie au pouvoir, vous devriez laisser Ottawa nourrir vos enfants. Ils ont déjà admis avoir échoué au cours de cette dernière décennie. Et je vais remettre les choses en contexte pour cette ministre. À Toronto, les gens qui ont recours aux banques alimentaires pourraient remplir le centre Rogers à 8 reprises tous les mois. Et la facture d'épicerie moyenne devra augmenter de 1 000 $ l'an prochain. Et donc, la réduction d'impôt de 11 $ l'année
pour les moins nantis est nettement insuffisante. Donc, nous n'allons pas voter en faveur de celle-ci. Au lieu de donner des miettes aux Canadiens, pourquoi ne pas éliminer les taxes sur la nourriture pour que les Canadiens puissent se nourrir à leur faim? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, il n'y a pas de taxe sur la nourriture. Nous pouvons commencer par dire cela. Les familles canadiennes avec des enfants de moins de 6 ans reçoivent jusqu'à 8 000 $ par année, libres d'impôts par enfant. Donc, ce programme est indexé à l'inflation pour suivre l'augmentation du coût de la vie. Année après année, les députés d'en face votent contre des investissements comme l'allocation canadienne pour enfants et c'est une honte. Merci. L'honorable député de Lethbridge. Les Canadiens ne demandent pas plus de programmes. Ils veulent avoir la dignité et assez de respect pour nourrir leur famille. Les Canadiens peinent à joindre les deux bouts et dans ma circonscription, j'ai reçu un appel d'un aîné qui m'a dit qu'il ne mangeait qu'un repas par jour. Il est désespéré. Il a perdu espoir et il regarde ce que fait ce gouvernement et il se sent abandonné. Et donc, il cherche des réponses. Les libéraux vont-ils répéter leur cassette au sujet des programmes gouvernementaux d'envergure ou vont-ils proposer une vraie solution aux Canadiens? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Si vous écoutez les conservateurs, eh bien, il n'y a pas de solution. Si vous ne pouvez pas nourrir vos familles, eh bien, tant pis, l'État ne s'occupera pas de vous. Mais ici au Canada, nous avons toujours cru en la solidarité. C'est pour cela que nous sommes connus pour notre système de santé universel. Nous veillons au bien-être de nos semblables. Nous aidons les familles qui ont besoin d'aide avec l'allocation canadienne pour enfants. Si vous travaillez, vous avez des crédits d'impôt si vous êtes moins bien nantis, car nous pensons que le Canada est plus fort lorsqu'il est inclusif. L'honorable député de Lethbridge. Encore une fois, les Canadiens ne demandent pas davantage de programmes gouvernementaux ou ne demandent pas non plus de condescendance. Ils demandent d'avoir les moyens de subvenir à leurs besoins. Et la meilleure chose à faire, c'est d'éliminer des taxes inutiles sur la nourriture. Selon un rapport publié récemment, le prix des aliments vont représenter une augmentation de 1 000 $ par famille. L'an prochain, une femme a contacté, une femme qui a 4 enfants et qui a recours aux banques alimentaires, est désespérée et elle perd espoir. Elle veut seulement vivre dans la dignité et pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Les libéraux vont-ils l'aider à le faire? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Monsieur le Président, je crois que vous nous avez bien entendu. Nous sommes là pour aider les Canadiens. Nous avons mis en place de nombreux programmes contre lesquels ont voté les conservateurs. Mais si vous voulez que je réponde à cette question au sujet du rapport sur les aliments, eh bien, voyez ce qu'ils ont dit sur le prix du bœuf. Il y a très peu de bovins dans la région qui élève le plus de bovins. Ici au Canada, le prix des aliments augmente en raison des changements climatiques. Nous n'avons pas taxé les aliments, mais nous serons là pour mettre en place les programmes qui aideront les Canadiens. L'honorable député de York-Durham. Voici un résident qu'il n'aide pas, Monsieur le Président. Il m'a écrit et m'a dit « Je vis dans le même quartier depuis plus d'une décennie et tout a augmenté en prix. » Il avait les factures pour l'épicerie qui est passée de 200 à 600 $ par mois. Et qu'a dit le premier ministre? Qu'on devrait le juger selon les prix sur les tablettes d'épicerie. Eh bien, quel échec! Et l'an prochain, ce sera pire. L'épicerie coûtera 1 000 $ de plus, selon le rapport publié. C'est à cause de ce premier ministre et ses dépenses inflationnistes. Il faut éliminer la taxe carbone sur les grands émetteurs industriels et la taxe sur les carburants propres. L'honorable ministre, ou plutôt l'honorable secrétaire parlementaire, c'est presque les fêtes. Le chef de l'opposition ne veut rien faire avant son examen de leadership, mais les Canadiens attendent de pouvoir se nourrir à leur faim. Les aînés attendent pour des logements abordables. Et en plus de cela, ce député refuse de prendre parole en Chambre pour appuyer le fonds pour investir en infrastructures qui bâtirait un hôpital dans la région de Durham. Il devrait avoir honte. De Mégantic, l'érable, Lotbinière. Le premier ministre, qui est assis à quelques pieds de moi seulement, en a fait une affaire personnelle. Il a dit aux Canadiens qu'il voulait être jugé sur le prix à l'épicerie.
peu importe les excuses que tous les autres libéraux vont dire aujourd'hui, c'est le premier ministre lui-même qui a décidé sur quoi il allait être jugé. Bien, il a non seulement échoué lamentablement, la facture l'année prochaine va augmenter de 1 000 $ pour chaque famille moyenne. Pourquoi le premier ministre trompe-t-il les Canadiens qui font de plus en plus la file dans les banques alimentaires à cause de ces dépenses inflationnistes? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est quand même triste de consacrer autant d'énergie à se faire élire à la Chambre des communes simplement pour venir ici, jour après jour, répéter les mêmes petites lignes que le chef de l'opposition lui a écrites, Monsieur le Président. Mais pour répondre à sa question, c'est encore plus triste de voir voter contre des mesures comme l'allocation canadienne pour enfants, comme le programme d'alimentation scolaire qui économise 800 $ pour les familles les plus vulnérables, voter contre du logement abordable, Monsieur le Président, voter contre le régime canadien de soins dentaires. Et quand il parle de dépenses inflationnistes, j'aimerais bien qu'ils me disent qu'est-ce qu'il y a en tête, Monsieur le Président. Honorable député de Mégantic, l'érable, Lotbinière. Les consultants, la bureaucratie, le BS corporatif, Monsieur le Président, il n'y en a pas un qui se lève, par exemple, pour défendre les propos du premier ministre qui a dit aux Canadiens « Vous me jugerez sur le prix à l'épicerie », ce sont ses paroles. 36 % des Québécois font face à l'insécurité alimentaire. 3 millions de visites par mois dans les banques alimentaires du Québec. Les amis riches du premier ministre, eux autres, qui n'ont pas à s'inquiéter, Monsieur le Président, parce qu'ils ne sautent pas des repas. Ils mangent à leur faim. Il s'est engagé à baisser le prix des aliments. Il a trompé les Canadiens. Va-t-il enfin respecter ses paroles, mettre fin à ses dépenses pour que tout le monde puisse manger, Monsieur le Président? L'honorable ministre. Dans la réponse précédente, Monsieur le Président, j'ai fait la liste de tout ce contre quoi ils ont voté qui soutiennent directement son monde dans son comté, les Québécois, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Mais ce sur quoi on a été élu, Monsieur le Président, c'est donner des opportunités aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays, aux jeunes Québécois, et c'est exactement ce qu'on livre. 54 000 emplois créés au mois de novembre, 67 000 emplois créés au mois d'octobre, 60 000 emplois créés au mois de septembre. Le taux de chômage diminue, l'inflation diminue, Monsieur le Président, parce que de ce côté ici la Chambre ont bâti l'économie la plus forte du G7. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, le premier ministre avait dit qu'on devait le juger sur le coût de l'épicerie. 8 mois plus tard, les prix des aliments explosent puis les familles peinent à se nourrir. Le rapport sur les prix alimentaires 2026 affirme que la situation va empirer. Au Saguenay, chez nous, la CDC du Roc, qui regroupe 70 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire, confirme que la demande augmente plus vite que les ressources. Quand les libéraux vont-ils arrêter leurs dépenses inflationnistes pour que les Canadiens puissent enfin se nourrir convenablement? Bravo! L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je veux saluer et je reconnais les talents d'entraîneur des Saguenay de Chicoutimi de mon estimé collègue. Ce qu'il ne réalise peut-être pas, Monsieur le Président, c'est que personne au Saguenay ne dit « Retire-nous ces programmes de nutrition scolaire, retire-nous l'appui à nos organismes, retire-nous l'appui à nos bénévoles, retire la prestation canadienne aux enfants, retire les appuis au logement. » Personne ne dit ça au Saguenay, Monsieur le Président. J'aimerais que le député vote avec nous pour garder ces appuis pour les gens du Saguenay et d'ailleurs. Honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, il faut que les libéraux arrêtent de se mettre la tête dans le sable puis qu'ils soient conscients de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. La majorité des demandes vient maintenant des familles où les deux travaillent. On ne parle plus seulement de parents seuls. C'est alarmant. Le rapport canadien sur les prix alimentaires prévoit 1 000 $ de plus par année par famille pour se nourrir, l'une des plus fortes hausses jamais vues. Quand le gouvernement va-t-il permettre aux Canadiens de se nourrir dignement? Bravo! L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, mon collègue, le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a posé une question très pertinente tantôt. C'est quoi une dépense inflationniste? On demande mois après mois, jour après jour, semaine après semaine, dans cette enceinte, Monsieur le Président, est-ce les appuis pour les travailleurs de l'aluminium? Est-ce les appuis pour la nutrition scolaire? Est-ce le programme de soins dentaires? Est-ce que ce sont les transferts en santé? C'est quoi une dépense après tout ça, Monsieur le Premier ministre? Après tous ces mois, on peut-tu savoir c'est quoi une dépense inflationniste? The honourable member for Winnipeg.
L'honorable député de Winnipeg Centre-Sud. Monsieur le Président, dans ces derniers jours, mon père avait pris parole pour faire adopter son projet de loi d'initiative parlementaire pour permettre aux provinces de continuer à jouer leur rôle proéminent. Et sa loi, donc, avait reçu la sanction royale après son décès. Le ministre responsable des Prairies peut-il dire comment cette nouvelle initiative permettra aux régions donc de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba de connaître la croissance? L'honorable ministre, j'aimerais remercier le député de Winnipeg Centre-Sud de sa question et de son soutien alors que nous continuons le travail de son père qui a commencé le travail pour renforcer l'économie des prairies. Donc, cette initiative est une approche coordonnée qui donne aux projets d'importance des prairies accès au système fédéral pour que leur ambition puisse être transformée en réalité en aidant ces projets à obtenir l'aide des experts qui s'y connaissent. L'honorable député de Middlesex. Le premier ministre a dit aux Canadiens qu'ils devraient être évalués selon les prix à l'épicerie. Eh bien, les Canadiens l'ont jugé et ils sont en colère. Lorsque le gouvernement est entré au pouvoir en 2015, la facture d'épicerie était à 159 la semaine et maintenant c'est plus que le double, à 338 la semaine. Un de mes commettants, Greg, m'a appelé et m'a dit qu'il en avait marre que le gouvernement lui impose des règles qu'il ne respectait pas lui-même. Donc, les familles ne peuvent plus se payer de la viande et font la file aux banques alimentaires. Pourquoi le premier ministre pense-t-il qu'il mérite le luxe alors que les Canadiens ne peuvent plus se payer le dîner? L'honorable secrétaire parlementaire, voir le chef du Parti conservateur perdre au ralenti aujourd'hui, c'est intéressant, mais il le fait avec le sourire car il est fier de voter contre l'aide aux enfants avec les programmes d'alimentation dans les écoles et le logement abordable. Il est aussi fier de dire des changements climatiques que ce n'est que de la météo. Il est fier de parler des peuples autochtones comme nos peuples autochtones, mais ils ne nous appartiennent pas. Vous savez de quoi sont fiers les Canadiens, de nos institutions, de programmes qui les aident et ils sont fiers que nous les soutenions. L'honorable député de Middlesex, London. Ce député se moque de la situation et tous les libéraux devraient être évalués selon les prix à l'épicerie. Les mauvaises politiques libérales sont ce qui font augmenter le prix de la nourriture de 1 000 $ l'an prochain. Caitlin dit que le gouvernement orchestre leur destruction systématique car le coût de tous les biens de première nécessité a explosé. Un de mes autres commettants a demandé pourquoi le premier ministre avait promis des prix d'épicerie moins élevés et des rues plus sécuritaires, alors qu'après 7 mois, la criminalité a augmenté et les prix ont augmenté aussi. Cela importe-t-il aux libéraux que plus de 2,2 millions de Canadiens ont recours au manque alimentaire ou sont-ils simplement ici pour que Brookfield enrichisse le premier ministre, l'honorable secrétaire d'État? Donc, tout d'abord, il n'y a pas de taxe sur l'épicerie. Il n'y aura jamais une telle taxe. Et cette députée est agricultrice. Elle devrait savoir que la taxe carbone sur les grands émetteurs industriels n'a aucun impact sur le prix des denrées alimentaires. Il parle comme le prix du café, mais peut-être devrait-il parler d'autres choses. Ils sont très fiers de voter contre tous ces programmes qui aident les Canadiens. Mais s'ils pouvaient au moins suggérer une seule solution aux Canadiens pour les aider à l'épicerie, ce serait une bonne chose. Joyeux Noël. Vraiment, joyeux Noël. L'honorable député de Saskatoon-Sud. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre a dit aux Canadiens qu'on devrait l'évaluer selon les prix sur les tablettes d'épicerie. Eh bien, devinez quoi, Monsieur le Président? Venez voir ma banque alimentaire. 23 000 personnes s'y rendent tous les mois à la Banque alimentaire de Saskatoon. Il y a même un retour du scorbut dans le nord de la Saskatchewan. Le rapport sur les prix des aliments du Canada a confirmé
qu'une famille de 4 devra débourser 1 000 $ de plus pour se nourrir l'an prochain. Donc, le premier ministre est-il finalement prêt d'éliminer la taxe carbone sur les grands émetteurs industriels? L'honorable secrétaire d'État pour le développement rural. Merci, Monsieur le Président. Donc, qu'a accompli cette opposition fatiguée au cours de la dernière décennie? Ont-ils fait baisser le prix des denrées alimentaires? Non. Ont-ils fait baisser le prix des logements? Non. Ont-ils réglé la question des tarifs? Non. Leur attitude négative envers le Canada doit cesser. S'ils ne cessent pas d'attaquer le Canada, je n'enverrai ma carte de Noël à aucun d'entre eux. The honourable member for Surrey Newton. L'honorable député de Surrey Newton. Monsieur le Président, la semaine dernière, on a assisté à une réunion sur la réduction de la bureaucratie qui a réuni donc les leaders de partout au pays pour accélérer l'approbation des projets et renforcer l'économie du Canada. L'honorable président du Conseil du Trésor, j'aimerais remercier mon collègue de son excellente question. Donc, le sommet a été une étape dans la bonne direction. Suite à notre annonce du mois de juillet, nous avons annoncé une nouvelle série d'examens horizontaux qui se pencheront sur le gouvernement dans son ensemble pour réduire le temps d'attente pour les projets pour que nous puissions faire croître l'économie plus rapidement et bâtir un Canada fort et bâtir l'économie la plus forte du G7. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Edmonton-Grisba. Monsieur le Président, le premier ministre a dit aux Canadiens qu'on devra l'évaluer selon le prix sur les tablettes d'épicerie. Eh bien, 8 mois plus tard, ces prix ont explosé. J'ai entendu de nombreuses histoires d'horreur à Edmonton, des familles qui peinent à se payer à manger. J'ai même entendu parler de mères monoparentales qui vendaient leurs meubles en ligne afin de payer leur loyer et leurs factures d'épicerie. Cette semaine, Miranda du nord d'Edmonton m'a dit « Honnêtement, je ne sais pas comment les gens survivent en ce moment. Soit on se chauffe, soit on mange. » Quand ces libéraux vont-ils réduire leurs dépenses inflationnistes et éliminer la taxe carbone sur les grands émetteurs industriels pour que les Canadiens puissent se payer à manger? L'honorable secrétaire d'État. Alors que la fin de 2025 approche, regardons le bilan des conservateurs. En 2025, les conservateurs ont perdu leur 4e élection d'affilée, ont dépensé l'argent des Albertains sur une élection partielle pour pouvoir dire qu'ils avaient au moins créé un emploi, ont créé des taxes imaginaires et ont présenté une plateforme électorale avec un plan pour aider les familles ou les aînés. Ils doivent revoir leur plan car ils ne sont pas au même diapason que les Canadiens. L'honorable député de Vancouver-Kingsway. L'ancien ministre de l'Environnement des libéraux a dit que ce gouvernement a approuvé un oléoduc de bitume qui abandonne le plan climatique du gouvernement et qui met en péril les côtes de la Colombie-Britannique. Les Premières Nations doivent donner leur aval à ce projet et en Colombie-Britannique, le premier ministre a dit que le consentement libre, préalable et éclairé est nécessaire. Cependant, le protocole d'entente conclu entre l'Alberta et le premier ministre ne stipule rien en ce sens. Le premier ministre dit une chose en Colombie-Britannique et une autre en Alberta. Le consentement est-il requis pour la construction de cet oléoduc, oui ou non? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Monsieur le Président, le premier ministre a été très clair. Lorsqu'il a pris parole en Chambre, il a dit que cette entente nécessite le consentement de la Colombie-Britannique et des Premières Nations. C'est ce qu'il a dit dans cette enceinte. Et je le répète ici et maintenant. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Une section du projet de loi C-15, ce projet de loi omnibus dont nous n'avons pas fait mention en Chambre et qui n'a pas non plus été mentionné dans le budget. Donc, l'idée selon laquelle
projet de loi d'exécution du budget reprend ce qui est dans le budget, c'est faux. Donc, cette section stipule que le ministre aurait donc le pouvoir discrétionnaire de faire fi de certaines lois canadiennes pour donner l'approbation à des projets. Donc, qu'a dire le gouvernement? L'honorable secrétaire parlementaire, le budget comprend d'excellentes mesures pour ce pays, mais ce que nous pouvons tous reconnaître, c'est que le Canada a des entrepreneurs excellents qui vont nous aider à bâtir l'économie la plus forte du G7. Nous réduisons les tracasseries administratives afin d'encourager la recherche et l'innovation au pays. Nous le ferons de manière responsable, avec une vision d'avenir et de manière temporaire. Nous allons offrir des autorisations limitées, mais cela va nous aider à accélérer l'innovation dans ce pays. C'est ce qui met fin à la période des questions.